Bonsoir à tous, chers membres du jury et chers publics. Pas plus tard que ce week-end dernier, mon petit frère a voulu acheter un bouquin à ma mère pour son anniversaire. En le feuilletant, parmi toutes les phrases présentes, une seule m'a interpellé. En effet, il était écrit à la page 10, paragraphe 1er alinéa 2, « L'avocat est le meilleur mur ». Mes yeux étaient tellement brillants en voyant une telle phrase. Enfin, une personne qui ose dire une chose véridique. Oui, vous avez bien entendu, cher ami de l'éloquence, c'est la raison, comme auraient dit nos chers sophistes grecs. Cependant, il faut avoir à l'esprit que chaque mot a divers sens. Effectivement, lorsque, dans un ouvrage juridique, l'auteur nous parle d'un avocat, il fait évidemment référence à une personne qui conseille en matière juridique, assiste ou représente ses clients en justice. À moins qu'il veut parler du fruit, mais ça serait bizarre, non? Par la suite, qu'est-ce qu'on peut sous-entendre par meilleur? C'est le comparatif de supériorité, de bon, de fort. Pour ce qui est du mur, le mur, ce magnifique ouvrage en maçonnerie qui fait office de cloison, de séparation, ou encore cet obstacle constitué de personnes ou de choses qui fait barrage. Nous sommes vraiment au pied du mur, non? Pas vraiment? Bon, ok. Bref, revenons à nos moutons. À la suite de cette phrase, notre très cher avocat se justifia par divers arguments dans tout un chapitre qui était consacré à ce sujet. Selon lui, du fait qu'un avocat se doit d'être intègre, le mur ne peut que se consolider. D'un certain côté, il n'a pas si tort que ça. De ce fait, en étant intègre, un avocat garantit pour son client une certaine relation de confiance, basée sur une confiance mutuelle. La confiance mutuelle est à la base de toute chose. Lorsque l'on peut, par exemple, faire confiance à son meilleur ami, à qui on veut qu'il garde un secret, qu'on aime la plus belle fille de toute la fac, et que ce dernier, au lieu de garder pour soi, le divulgue à tout le monde, je pense qu'une grande majorité d'entre nous en serait mécontent. Pour un client, s'il ne peut pas faire confiance à son avocat, comment peut-il être sûr de s'en sortir rassuré après le rendez-vous chez lui? Pour l'avocat aussi, il faut qu'il y ait une confiance en soi, parce que sinon il ne pourra pas défendre convenablement les intérêts de son client. Par la suite, notre auteur continue dans sa lancée en précisant que la discrétion est de mise. Si on prend quelques secondes pour réfléchir, la discrétion de l'avocat doit permettre à ce dernier de garder les confidences ou les secrets de son client afin de lui assurer le secret professionnel. Ce secret professionnel est extrêmement important parce qu'il permet à tous de pouvoir divulguer des informations que personne ne voudrait savoir, à part lui. Par exemple, si vous, madame, ou encore vous, monsieur, vous ne voulez pas que votre fils sache que vous avez malencontreusement écrasé Bobby, son chien, parce que vous avez fait une manœuvre en allant au boulot, tenez, voici ma carte, vous pourrez tout me dire. Ça, c'est pas faire preuve de discrétion? Non. C'est pourquoi cette dernière est aussi une des corollaires de la confiance mutuelle qui permet de consolider la muraille. Non le rempart, bref, son mur. Pourquoi pouvons-nous encore dire que l'avocat est-il le meilleur mur? Quand on interroge une personne lambda sur les compétences que devrait avoir un avocat, on peut relever que l'avocat doit faire preuve de prudence. Pourquoi un avocat devrait-il faire preuve de prudence? Pouvons-nous dire que la prudence permettrait-il à l'avocat d'être le meilleur mur? Pour l'auteur du livre, c'est un grand oui. Mais prudence, car si l'avocat ne l'est pas, alors il peut vite tomber contre le mur. En tout cas, Don Quichotte ou même encore mon chat pourraient en attester. Si un avocat propose des solutions fragiles, il est certain que la partie adverse, le jour du procès, aimera détruire le mur d'en face afin que tout s'écroule. Lorsque l'on continue la lecture de ce chapitre, l'auteur va plus loin dans son raisonnement. Il nous parle de l'indépendance de l'avocat et de son utilité. Il nous explique que l'avocat se doit de ne jamais être influencé
par un intérêt personnel ou par une pression extérieure, afin que ces conseils juridiques ne soient jamais... C'est véridique de dire que lorsqu'une personne veut ériger un mur, on veut que ça soit solide contre les catastrophes. Imaginez un peu si ce mur ne joue pas son rôle et fait que la tempête puisse passer. C'est une catastrophe. Donc, il faut impérativement que notre avocat travaille pour le service du client et que l'intérêt premier de l'avocat soit le client et non pas son portefeuille ou sa réputation. Car de toute façon, dans un futur proche, il pourra de toute façon se refaire. À la fin de la lecture de ce chapitre, mon frère et moi étions allés à la caisse. Devant nous se tenait une caissière, qui était en fait une étudiante en droit. Quand elle a vu ce que mon frère a acheté, elle a voulu entamer une discussion sympathique, où elle donna son opinion. Pour elle, l'avocat ne pouvait pas être un mur du tout, ni un rempart. Elle se justifia avec comme idée que l'avocat n'était pas du tout un rempart contre l'arbitraire, ni contre les tyrannies. Et que surtout, c'était avant tout le droit et la loi. En écoutant mon cœur, mon argument était le suivant. Le droit et la loi sont des moyens, des instruments pour l'avocat, afin que celui-ci soit le rempart idéal contre les abus, les tentations, l'arbitraire et les tyrannies. C'est grâce à de célèbres avocats que le droit a évolué. Prenez l'exemple de la peine de mort. C'est bien M. Badinter qui l'a abrogée. Quand la présomption d'innocence est bafouée, qui c'est qu'on entend à la télé? Ce sont les avocats. Ce sont de véritables murailles qui défendent pour une grande majorité des convictions. Lorsque l'on parle du chevalier qui défend la veuve et l'orphelin, l'avocat est dans ce rôle. Il défend son client contre tous ceux qui veulent voler sa peau. Lorsque l'avocat porte sa robe, rien ne le résiste. C'est une figure. Il porte à respect. Quand il parle, le public l'écoute. Il peut faire trembler le procureur, les magistrats et même les politiciens. Si Maître Dupond-Moretti est surnommé Inquisitor, c'est qu'il est bien un mur. Une personne difficile à tout faire tomber. Pour finir avec cette incroyable histoire, ce fameux avocat qui ose dire une vérité fracassante n'est autre que moi. Bonsoir, membre du jury. L'avocat est-il le meilleur mur? Eh bien, que dire, si ce n'est merci. Merci à Juriste Jeune pour un sujet si profond, plein de sens, et ayant éveillé en moi une passion telle que j'ai pu relativiser tout l'amour que j'avais pour mes révisions. De plus, ce sujet ayant sûrement été trouvé lors d'une soirée autour d'une bouteille au contenu incertain, et qui n'a vécu que le temps d'un soir, je me suis permis d'écrire cet éloquent ce texte dans un état proche de l'Ohio, qui expliquera ses calembours. Mais bon, comme on dit, quand faut y aller, faut y aller. Donc allons-y. Et je répondrai à tous ceux qui pensent que j'ai mis cette phrase juste pour gagner du temps, bah ouais. Il me semble bon pour un sujet aussi profond de définir les termes du sujet. L'avocat. Fruit de l'avocatier, arbre de la famille du laurier et du cannelier, l'avocat, en latin persae gratissima pour les incultes, est originaire d'Amérique centrale. Plus précisément, il est originaire du Mexique, où il était consommé par les Aztèques et les Mayas il y a près de 8000 ans. Et un mur, bah, c'est un truc avec des briques. Voilà. Sans transition, traitons le sujet. L'avocat est-il le meilleur mur? Le goût l'est peut-être, admettons. Mais est-ce parce qu'un avocat serait bon mur qu'il faudrait pour autant le considérer comme meilleur? Eh bien non, mesdames et messieurs. La fraîcheur est bien souvent gage de qualité. Et il serait très prématuré d'affirmer qu'une chose est meilleure qu'une autre parce qu'elle est plus mûre. Je sais qu'il est commun de dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, mais en restant dans le domaine du culinaire. N'y voyez aucun sous-entendu douteux, c'est pas mon genre. C'est dans les œufs frais qu'on trouve le meilleur blanc. C'est bien preuve que culinairement, la fraîcheur est source de qualité. Enfin, passons. Puisque le sujet l'attend, nous allons traiter du jeu de mots fort recherché et très innovant entre un avocat et
un avocat. Donc faisons-le. En droit, l'avocat est une personne physique inscrite au barreau qui vise à défendre l'intérêt de son client. En cuisine, c'est un truc vert qui a une forme de couille. Selon l'arrêt Wikipédia de 2002, l'avocat à la profession vient du mot latin advocatus, mot né en 1160. L'avocat à l'aliment vient du mot awakati, qui vient de la langue nawati, ce qui signifie testicule. De là à faire un rapprochement entre les deux, il n'y a qu'un pas. Personnellement, je pense que le mot avocat vient d'un temps bien plus proche et a été donné à une promotion de juristes un peu distraite, où leur professeur leur a ordonné de se replonger dans leur cas pratique en disant « Chers élèves, prenez vos stylos et avocat ». L'avocat, jeune et fringant, va aborder sa plaidoirie avec toute la fougue de sa jeunesse, alors que l'avocat mûr va privilégier la raison, le bon sens. Le jeune avocat, avec une rigueur qui lui sera tout à fait coutumière, puisqu'apprise durant ses longues et rudes années d'études, va chercher à tout savoir sur cette affaire. Ses méconnaissances en poupe et avec une volonté ardente, le jeune avocat va se lancer dans de rudes recherches, visant la moindre petite faille pouvant le desservir ou au contraire lui être favorable. Et ce faisant, il va atteindre, avec le conseil de ses pairs, qui eux ont une connaissance plus pratique, la plaidoirie parfaite, où chaque argument aura une réponse et où chaque contradiction sera reprise. Donc l'avocat fait preuve de plus d'envie, pourrait-on dire, de plus de volonté. Mais comment reconnaître un avocat frais d'un avocat mûr? Prenez un avocat mûr. Un avocat mûr est plus mou en bouche. Sa contenance est verte et dégage une plus forte odeur. Alors qu'un avocat jeune, plus vigoureux, sera plus dur en bouche, plus clair et plus bourratif. Peut-on dire pour autant qu'il sera meilleur? En effet, que ce soit pour l'avocat ou l'avocat, le jeune et le mûr ne sont meilleurs que pour ceux qui les trouvent meilleurs. En effet, en matière de goût et de jugement, aucun avis ne sera général, il sera bon de toujours nuancer ses avis. On va donc penser, et tenez-vous bien, tenez-vous mieux que ça s'il vous plaît, que ce qui sera meilleur pour l'un ne le sera pas pour l'autre. Waouh, quel scoop! On m'appelle BFM TV. Je vous rassure, c'est pas pour autant que je vais vous parler du coronavirus. La notion de meilleur est ici très importante, car c'est le mot comparatif. Or, dit précédemment, la comparaison est subjective. Une personne aimant le lait et le fromage, et pas le fromage, va trouver que le lait est meilleur que le fromage. Peut-on pour autant dire que l'un est meilleur que l'autre? Le fromage, après tout, n'est-ce pas du lait un peu trop mûr? Donc, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que le goût et les appréciations étant subjectives, il faudra trouver un autre angle pour départager les deux. L'angle que je vous propose est celui de la morale. Sur le plan de la morale, préférez-vous manger un avocat mûr ou jeune? La plupart s'orienteront sûrement vers un avocat mûr, mais ne soyons pas trop hâtifs. Donnons à ce jeune avocat la chance de nous séduire, lui qui, plein d'innocence, souhaite exprimer son art. Pourquoi ne lui laisserions-nous pas la chance de l'exprimer? Il semblerait que je rejoigne ici l'avis d'Oscar Wilde, puisqu'il déclara « La jeunesse est un art ». La jeunesse est un art. Quelle phrase pleine de sens et si commune pourtant. Et la jeunesse... Qui peut expliquer pourquoi les êtres perdent leur insouciance lorsque le temps effectue sa rude besogne dans cette monotonie du tic-tac, tic-tac? Pour détailler mon propos, je vous dirai que lorsque Paul Cézanne a peint ses natures mortes, il a sélectionné le fruit le plus beau, le plus pétillant, celui qui donnera la vie à sa nature morte. Or, les plus beaux fruits ne sont pas les plus mûrs, ce sont ceux qui sortent de la jeunesse, inconscients de l'avenir et pour qui tout est possible. Alors, chers amis, retrouvons ce soir notre insouciance. Nous aussi offrons à cette jeunesse dorée la chance de s'exprimer. Il est beau de le dire, il est mieux de le faire. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir au jury. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît.
C'est cette réplique du film Les Tontons Flingueurs que je vais défendre ce soir. Alors, le mot con, justement, on l'emploie dans tout plein de situations, que ce soit pour parler de quelqu'un qui nous déplaît, de ces fouteurs de troubles qui ont le don de plus nous importuner qu'autre chose, ou d'un ami. Oui, vous avez bien entendu, d'un ami. Cet ami qui, après une soirée très ou trop arrosée, arrive en cours à 8h du matin, ivre mort, et s'effondre sur sa table. Véridique. Mais alors, si on l'emploie dans tant de situations différentes, quel est le véritable sens du mot con ? Spontanément, on pourrait se dire, cela veut dire bête, imbécile ou idiot. Cependant, c'est une définition bien maigre. C'est pourquoi nous allons l'étoffer. Et pour cela, je vous demande de remonter 8 siècles en arrière avec moi, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long. 8 siècles, nous sommes donc au XIIIe siècle en Italie, et Thomas d'Aquin, fondateur de l'ordre dominicain, a consacré sa vie à l'Église, mais il fut surtout un sacré confident. Alors, Thomas d'Aquin a dit les mots suivants. Par respect pour votre bien-être et celui de vos oreilles, je ne vais pas dire la phrase en italien parce que ma prononciation est terrible. Voici donc la traduction en français. Tous les imbéciles et ceux qui ne se servent pas de leur discernement ont toutes les audaces. Et là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant parce qu'on a déjà une définition un peu plus complète du mot con. Le mot con, ça définit quelqu'un, une personne qui est imbécile, qui ne réfléchit pas forcément avant d'agir. C'est l'inverse d'une personne rationnelle, finalement. Tenez, un exemple pour illustrer ce propos. Vous êtes dans une boulangerie, vous êtes dans la file d'attente, et vous jetez votre dévolu sur une baguette de pain tout droit sortie du four. Vous imaginez en train de croquer dans cette baguette un morceau de pain croustillant et encore chaud. Et là, soudain, rapide, svelte, agile, une personne vous double et prend votre place. Votre ego froissé, vous vous demandez d'abord s'il s'agit de négligence. Mais là, vous constatez qu'elle vous regarde du coin de l'œil. Elle se rendait compte de ce qu'elle faisait. Alors vous pensez à la concupiscence de cette baguette de pain qui vous échappe, et là la colère monte en vous. Vous sentez l'injustice, cette sensation d'injustice, cette indignation qui monte. Vous ne pouvez pas laisser les choses passer. Vous êtes déterminé à agir. Alors vous ouvrez la bouche, et là vous vous ravivez parce que c'est une armoire à glace en face. Cependant, vous ne l'avez pas oublié. Vous n'avez pas oublié ces événements et vous ressassez cet événement dans votre tête. Pourquoi a-t-elle agi ainsi ? Pourquoi cette personne a agi ainsi ? Eh bien, d'abord vous demandez, peut-être était-elle pressée ? Auquel cas, que faisait-elle dans la boulangerie ? Ou alors, souhaitait-elle gagner 2 minutes, 2 misérables minutes, un grain d'éternité, tout cela pourquoi ? Pour une baguette de pain. Vous en conviendrez, c'est totalement absurde. Mais une première conclusion peut donc être tirée de cet exemple, c'est que le con ose tout faire. Mais ce n'est pas tout. Le con ose également tout dire. Un deuxième exemple. Vous arrivez cette fois au travail ou à la fac, et un de vos collègues ou un de vos camarades de promotion vient vous voir, vous salue, puis vous dit « T'as une sale tête quand même ce matin. » La version un peu plus améliorée, « T'es allé en soirée hier, parce que vraiment là, je te trouve un peu palo. » Alors bon, il y en a une autre aussi que j'apprécie moyennement, disons. « Et Maxime, j'avais pas vu, mais t'as un début de calvitie sur le haut du crâne. » Alors déjà, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que j'ai une implantation de cheveux qui est haute et en plus j'ai un épi... Bon, c'est peut-être pas le bon exemple. Tout cela pour dire, vous avez compris, le con ose tout dire. Et maintenant que nous avons brossé le portrait du con, je pense que nous pouvons poursuivre l'analyse. Parce que voyez-vous, le con, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, la partie émergée de l'iceberg. Et oui, il existe une autre catégorie de cons. Vu que j'ai répété le mot con à peu près 150 fois depuis le début de ce discours, je vais employer cons de catégorie 2 pour ne pas les appeler les connards. Les cons de catégorie 2 ont cette particularité, c'est qu'ils disposent de capacités cognitives, en français des capacités intellectuelles qui sont au-dessus de la moyenne des cons. Et oui, le con de catégorie 2 analyse, il anticipe, il prévoit, il optimise, et c'est cela qui le rend redoutable. Mais ce n'est pas tout. Le con de catégorie 2 est également malveillant. Il est mesquin, il est manipulateur. Ils font le mal, ils prennent plaisir à nuire à autrui par pur plaisir personnel. Un autre exemple, tiens. Ce supérieur hiérarchique qui prend un malin plaisir à vous pourrir votre journée. Tout ça pourquoi ? Pour satisfaire son ego ? Ou alors par pur plaisir personnel, comme je disais. Mais au-delà de ça, quelle est la raison qui les pousse à agir ainsi ? Je vais partir des propos de Schopenhauer. Que dit Schopenhauer ? Le but principal de l'homme est l'évitement de la souffrance. Autrement dit, la recherche du bonheur.
Vous vous demandez certainement où je veux en venir. Une personne qui est bien dans sa peau, qui est en bien psychologiquement, va rarement faire le mal. Et du coup, une personne qui est mal va rarement faire le bien. Et oui, le con de catégorie 2 souffre. Ce sont des personnes qui souffrent, simplement elles demandent de l'attention et de l'affection, elles ne s'y prêtent pas comme il faut. Et puis, nous sommes humains comme eux. Il faut savoir faire preuve de compréhension. Il faut comprendre les cons. Alors, loin de moi l'idée de faire de la morale, mais un peu d'empathie dans ce monde de brut, cela ne fait jamais de mal. Bon, après, s'ils vous saoulent trop, vous leur collez une claque, c'est cathartique. Hein. Bref, tout cela pour dire, au-delà de cette bêtise humaine, nous sommes cernés par les cons. Nous sommes cernés, ils sont partout, autour de nous, dans notre environnement, partout. Il n'y a pas un seul endroit où on ne croise pas un con, particulièrement des cons de catégorie 2. Et voyez-vous, cela m'amène à une question. Si nous avons autant de cons autour de nous, et si nous sommes cernés à ce point, parce qu'il est coutume de dire, c'est ce que je m'apprête à faire ce soir. Enfin, je l'ai déjà fait parce que je suis le seul à porter un t-shirt alors que tous sont en costard. Je vais oser. Je vais oser faire ce que personne n'a jamais osé dans l'histoire de tout le concours d'éloquence, qui s'appelait d'ailleurs concours plaidoirie. Je vais oser. Je vais oser l'impardonnable, je vais oser l'impossible, je vais oser. Mesdames, messieurs, je ne vais pas faire de conclusion. Je ne vais pas faire de conclusion. Et je vous remercie pour votre attention parce que vous avez été compatissants. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Je suis venue ce soir devant vous car, paraît-il, un concours d'éloquence a été organisé et j'ai eu l'excellente et tout aussi effrayante idée d'y prendre part. Ce soir, notre réflexion va porter sur un sujet extrêmement important, issu de paroles de Michel Audiard. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Mon contradicteur vous a démontré que Michel Audiard avait vu juste. Eh bien moi, je vous dis que non, ceci est faux. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'était un con? C'est la question sur laquelle j'ai dû me pencher durant toute une semaine. Très attrayant, non? Par définition, un con est un imbécile, un idiot. Je remercie donc le dictionnaire pour tant d'exhaustivité. Nous voilà bien avancés, me direz-vous. Mais un imbécile ou un idiot, en définitive, qu'est-ce donc? Eh bien, un imbécile ou un idiot est une personne dépourvue de la capacité de réflexion. Je vais arrêter là avec les définitions, car si je devais continuer, mieux vaudrait vous distribuer à tous un dictionnaire, cela simplifierait les choses. Cependant, vu le nombre que vous êtes, je me dis que j'aurais eu un petit peu de mal à tout porter. Mon contradicteur a donc tenté de vous montrer que nous sommes effectivement en mesure de reconnaître les cons, simplement grâce au fait qu'ils osent tout. Pour autant, en présentant les choses d'une telle manière, il apparaît une confusion. La confusion entre le tout et le n'importe quoi. Tout oser n'est pas oser n'importe quoi. Un imbécile est quelqu'un qui agit bêtement, donc qui ose dire ou faire n'importe quoi de n'importe quelle manière. Il est important alors que vous compreniez la nuance, messieurs, dames. Nous pouvons tout oser de façon réfléchie et intelligente. Nous ne sommes pas obligés de le faire bêtement, bien au contraire. Et puis d'abord, qu'est-ce que le tout? Que signifie le tout? C'est vrai, c'est un élément subjectif qui est propre à chacun, qui va dépendre des aspirations de chaque personne. Pour certains, tout oser peut se résumer simplement à prendre la parole en public, exemple de circonstance. Nous, participants à ce concours, avons tout osé. Nous exprimer devant un public, nous permettre à un jury, à des professionnels, mais aussi à des étudiants que nous côtoyons chaque jour de nous juger, même si vous le ferez avec bienveillance, j'en suis certaine. Alors, sommes-nous des cons pour autant? Je vais bien évidemment vous répondre négativement. Évitons l'autoflagellation ce soir. Non seulement tout oser n'est pas une preuve de stupidité, mais en plus, si nous n'osons pas, alors nous n'obtenons rien. Pour ma part, et je suis certaine que vous serez dans le même cas que moi, je n'ai jamais eu la chance de voir quelqu'un obtenir une importante augmentation de salaire sans avoir osé la demander et sans avoir osé faire quoi que ce soit afin de l'obtenir. Bien que,
dans le fond, ça nous arrangerait bien de ne rien avoir à faire. Aussi, je n'ai jamais eu connaissance de l'existence de quelqu'un ayant remporté un concours, un vrai, pas ceux dans les jeux télévisés où on vous appelle au hasard, sans avoir osé s'y présenter et pallier ses angoisses et ses craintes afin de le faire. Enfin, nous retrouvons également de magnifiques exemples dans notre histoire. En effet, les femmes, lorsqu'elles se sont battues pour le droit de vote, pour l'obtenir, n'ont-elles pas osé l'impossible, à savoir contrer les codes de la société et renverser un système en place depuis des siècles? Eh bien si, elles ont tout osé. Et le résultat est que grâce à elles, l'universalité du droit de vote a enfin pris tout son sens. Étaient-elles stupides? Absolument pas. Elles étaient bien au contraire intelligentes et courageuses, bien plus que celles et ceux qui n'ont point agi. Alors, pensez-vous qu'un con puisse être celui qui ose tout? Non, c'est ce qu'il me semblait. Je me suis également posé la question de pourquoi pourrions-nous considérer qu'une personne osant tout est systématiquement un con. Ainsi, en plus de confondre le fait d'oser tout et le fait d'oser n'importe quoi de n'importe quelle manière, nous avons tendance à projeter nos doutes, nos peurs, en bref, nos sentiments sur les autres. Là où je veux en venir, cher public, c'est que lorsque nous, humains, n'osons pas faire ce qui nous plaît, ce que nous avons envie, nous avons tendance à être frustrés. Bon, jusque-là, me direz-vous, tout va bien pour les autres. Mais lorsque nous nous retrouvons face à quelqu'un qui, lui, ose faire ce qui lui plaît, qui ose tout, alors nous rejetons notre frustration sur cette personne. Et dans ce cas, cette personne se transforme, à nos yeux, en un con. C'est vrai, le terme de con est facile à employer, court, efficace et péjoratif. Il nous est aujourd'hui extrêmement précieux. Pour autant, est-ce que cette personne est stupide? Bien sûr que non. Ceci est faux. Il s'agit d'une simple forme de jalousie inconsciente de notre part. Rien de plus. Mon contradicteur a donc considéré qu'il était possible de reconnaître un con grâce au fait qu'il ose tout. Or, cela signifie donc qu'il considère que l'on peut reconnaître un con. Jusqu'ici, je me suis arrêtée à la théorie de savoir ce qu'était un con. Cependant, en pratique, identifier un con implique nécessairement de savoir ce qu'est concrètement la stupidité. Pour être suffisamment à même de savoir ce que c'est, il est primordial d'avoir été confronté à celle-ci. Or, quoi de mieux pour connaître quelque chose que de l'être soi-même? Rien. Nous ne parviendrons effectivement jamais à discerner un con si nous ne connaissons pas les caractéristiques le définissant, et donc si nous ne sommes pas nous-mêmes des cons. Mais le principe d'être un idiot, c'est de ne pas savoir qu'on l'est. Sinon, on ne l'est pas. Alors comment serait-il possible de reconnaître des idiots si nous ne sommes même pas capables de nous voir comme tels? Cela est totalement improbable. Ainsi, les imbéciles ne peuvent être reconnus que par les autres imbéciles. Toutefois, je viens de vous démontrer que ceci est impensable. Il est donc tout à fait indéniable que la reconnaissance des cons n'est qu'illusoire, pour vous comme pour moi, puisqu'il s'agit là d'une notion abstraite et totalement subjective qu'il nous est impossible de constater en pratique. En aucun cas, les cons sont ceux qui osent tout, puisque l'être véritablement dépourvu d'intelligence est celui qui, d'un point de vue théorique, ose n'importe quoi, n'importe comment, ou qui ne prend même pas la peine d'oser, et qui laisse ainsi lui échapper de nombreuses opportunités. De plus, la reconnaissance certaine du con n'est absolument pas envisageable. Nous ne pouvons nous en tenir qu'à la théorie et à elle seule. Tout oser n'est donc pas un marqueur de stupidité, mais bien d'audace, d'ambition et de courage. Alors, maintenant, n'hésitez plus. Osez tout, et personne ne pourra dire que vous êtes un con. Merci. Cher public, chers membres du jury, bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un sujet assez contradictoire dans ces termes, car en effet, il s'agit de la plaisanterie et de la vérité. La plaisanterie est-elle directement associée à la vérité? Toute vérité n'est-elle pas bonne à dire? Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi la plaisanterie existe? À quoi sert-elle? Que serait notre monde sans humour? Vous savez,
On retrouve toutes sortes de blagues ou de clichés sur Internet, les réseaux sociaux, les pubs, la télé, même en ce qui concerne des sujets sérieux, comme par exemple la politique. Même en ce qui concerne des sujets sérieux, donc dans la politique. L'humour pourra toujours y trouver sa place, car l'humain a naturellement besoin de ça. Un politicien est la plupart du temps sérieux, car un politicien est tout de même un humain. Il s'autorise la plaisanterie, même en disant une vérité. Des plaisanteries, il y en a plein. On en rigole beaucoup ou moins, tout dépend de la personne. Mes amis disent souvent de moi que je suis bon public. Mais ce soir, le public, ce n'est pas moi, c'est vous. Cependant, mon but ne sera pas de vous sortir les plus belles phrases de Coluche ou de Jamel Debbouze, mais simplement de vous faire part de mon point de vue sur les sentiments qu'on partage avec quelqu'un lorsqu'on plaisante, en disant des blagues, etc. Comme tout bon étudiant en droit qui définit les termes principaux d'un sujet, de dissertation, de commentaire de texte, laissez-moi vous faire part cette fois-ci d'une définition non pas juridique, mais personnelle de ce qu'est la plaisanterie et la vérité. La plaisanterie est, selon moi, une façon de dire une vérité sans paraître méchant ni vicieux. Pour plaisanter, il faut avoir de l'humour. Une personne qui n'a pas d'humour, ça n'existe pas. Soit on le montre bien, soit on le cache bien. Il est différent chez tout le monde. Chaque personne est différente, et heureusement. Une blague passera mieux avec quelqu'un plutôt qu'un autre. La vérité est un fait réel qu'on obtient par preuve ou par certitude. J'ai la certitude d'être brune, car je ne suis pas aveugle, et c'est une vérité. Parfois, on reproche souvent le fait que la vérité peut faire mal. En réalité, elle ne l'est pas vraiment. Tout cela dépend des intentions de la personne. Si son intention est malfaisante et qu'elle cherche à vous vexer, ne vous arrive-t-il jamais de dire des blagues à quelqu'un qui a pour but de faire rire, mais que cette personne ne rigole pas, ou elle peut rigoler parce que c'est drôle, justement parce que cette blague n'est pas drôle. Tout le monde a déjà été touché à cause d'une remarque désobligeante qui porte sur le physique, les goûts, un point de vue personnel. Il est vrai que les mots de vérité ne sont parfois pas élégants, mais il ne faut pas oublier que toute parole élégante n'est que très peu vérité. Je m'explique. Préférez-vous une vérité qui fasse mal ou un joli mensonge? L'honnêteté est une chose primordiale, certes, mais plutôt qu'une vérité qui blesse, choisissons une vérité bien dite. À chacun sa façon, avec humour et respect, sans atteindre la dignité de la personne. De nombreux humoristes nous font partager leurs blagues dans leurs sketchs. De nombreuses personnes viennent dans les sketchs pour passer un moment de détente, entre famille, amis, ou seuls, pourquoi pas. L'humour est présent à chaque période dans nos vies. L'humour traverse les années, les siècles. Il évolue avec le temps dans notre société. Coluche, ce grand humoriste et comédien français que tout le monde connaît. Ou bien Florence Foresti, Gad Elmaleh dans notre période actuelle. Quel humoriste, qu'importe l'époque, n'a jamais plaisanté sur un fait, sur un sujet qui peut paraître tabou, mais que l'on va tous prendre au second degré? Ils utilisent une vérité pour faire une blague. On retrouve très souvent ça dans l'autodérision, qui est le fait de se moquer de sa propre personnalité, de soi-même, de son physique, ses origines, mais aussi dans la satire qui se développe de plus en plus en France après la Révolution, qui est une critique des mœurs publiques. Le second degré que l'on retrouve dans l'autodérision ou la satire cache toujours une part de vérité. Pourquoi le dire en plaisantant alors, et ne pas simplement rester sérieux? Tout simplement car la vérité est plus facilement acceptable avec une once d'humour. Le second degré existe pour ça. On le retrouve beaucoup dans les œuvres du XVIIe siècle, dans les fables de La Fontaine par exemple, qui dénoncent l'absolutisme voulu par les rois. Dans son poème par exemple, Les animaux malades de la peste. À travers ces belles phrases et les animaux qu'il désigne, se cache un autre sens. Le lion représente le roi qui détient tous les pouvoirs. Il a cet instinct naturel de leader, tout comme le lion. Le renard, on peut le représenter grâce à sa ruse. On aime bien en ce moment plaisanter sur la pseudo-troisième guerre mondiale, le coronavirus, les médias adorent ça, ou plus globalement sur l'accent québécois par exemple, ou sur toutes sortes de clichés.
On retrouve de nombreux mèmes, M-E, accent grave, M-E-S, sur les réseaux sociaux. Je m'explique pour les anciennes générations. Les mèmes sont des images vidéo qui représentent un élément de la société. Ça peut être général, précis, ça peut représenter une personnalité publique, ou un sport comme le foot, le tennis, la danse. On peut rien qu'avec une image ou une image accompagnée d'une phrase, faire rire et plaisanter sur un sujet, n'importe lequel. Il y en a pour tous les goûts. Molière, grand dramaturge du XVIIe siècle, il écrit de nombreuses pièces de théâtre, et tout comme La Fontaine, il réussit à utiliser l'humour, la plaisanterie, l'absurde dans des sujets tabous. Il attaque les préjugés sur la crainte de la mort et l'amour de la vie dans sa pièce de théâtre Le Malade imaginaire. Sérieusement, au collège, lycée, même en primaire, on nous a toujours fait étudier des œuvres, des peintures, des romans, des pièces de théâtre qui dénoncent en plaisantant notre société, ou bien même la société ancienne. Mais il ne faut pas oublier la condition morale et physique de l'homme dénoncé par certains auteurs. Depuis toujours, on nous apprend qu'en plaisantant, on peut tout dire, même la vérité. Merci à tous. Mesdames, messieurs, les jurés, bonsoir. 4 ans, et oui, ça fait 4 ans après ma première participation. Après avoir été lâchement et contraint de éliminé et contraint de m'envoler vers d'autres cieux. Encore une fois, à l'annonce de ce thème, je me suis dit, effectivement, quels sont les arguments que je vais devoir donner. Et effectivement, parce que c'était pas gagné. Et après une semaine pleine dans le Beaujolais, tant sur la qualité de l'air que sur la qualité des vins, j'apprends que le sujet, et je me retrouve effectivement bloqué. Et c'est donc un vendredi soir, à minuit pile, que les idées ont commencé à venir sur cette question que je vais vous citer. En plaisantant, peut-on tout dire, même la vérité? Eh bien moi je le dis haut et fort, on ne peut pas. Et pourtant, bien de nombreuses personnes, dont ma collègue précédemment, pensent le contraire. Et je vais vous prouver qu'on ne peut pas. Je vais tout d'abord prendre cette plaidoirie sous un angle différent, puisque je vais prendre un cas, puisque nous sommes dans un concours de plaidoirie, donc de droit. Donc tout. Olivier, pas partager son manger. À l'instant, vous vous demandez sûrement ce qui m'arrive pour déclamer une phrase insensée, d'entrer comme cela sans raison apparente. Mais peut-être pas si insensée que cela. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, membres du jury, professeurs et étudiants et amis, bonsoir. On m'a confié la tâche de défendre cet adage « Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est négociable ». Mais alors, quel lien avec ce que je viens de dire? Pour éclaircir ce point noir, et mes amis pourront vous le confirmer, je ne partage pas ma nourriture. Pourquoi me direz-vous? Ce n'est pas altruiste, ce n'est pas gentil. Et alors, si je reçois un besoin de satiété important, je me dois de le combler. Même si mon ami face à moi doit se contenter d'un pauvre yaourt. A contrario, si mon repas ne me suffit point, je me verrai dans l'obligation vitale de piocher avec délicatesse et finesse dans celui de mon voisin. Je vous ai dit, ce qui est à moi, ce qui est à toi est négociable. Et Olivier pas partager son manger est à mon sens très logique. Petite référence à Friends pour les amateurs. Mais cette citation, cet adage fut maintes fois reprise dans l'histoire. Par temps de conflit par exemple. Pourquoi de conflit? Eh bien car durant les années 1940, Joseph Staline eut utilisé cette phrase et ce fut un peu la marque de fabrique de l'URSS puis de la Russie durant les décennies suivantes. Ou du moins la façon dont le monde occidental décrivait cette partie du globe. Car quelques années plus tard, le jeune président américain Joseph Fitzgerald Kennedy reprochait au dirigeant russe Nikita Khrouchtchev de penser « ce qui est à moi m'appartient, ce qui est à vous est négociable ». La politique est un nid de négociation. Et lorsqu'on parle de politique, la loi n'est jamais très loin. D'ailleurs, dans le vaste domaine qu'est le droit, il existe le droit de propriété. Chers juristes et avocats, vous me pardonnerez cette simplification. Mais selon l'article 544 du Code civil, la propriété est absolue et exclusive.
Ce qui prévaut donc bien que mon bien m'appartient et personne ne peut me l'enlever. C'est donc légal. Ensuite, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous le montre aussi. À l'article 17, la propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Ce texte nous prouve donc que ce besoin de posséder quelque chose, pour nous uniquement, est un droit constitutionnel. Mais je vous vois déjà me dire que si c'est pour tout le monde, alors on ne peut négocier le bien des autres. Et à cela, je répondrai par l'exemple de Vladimir Poutine, qui a très récemment modifié la Constitution pour se faire réélire en Russie. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement pour posséder davantage de territoires, dont l'Ukraine essentiellement. Mais je dois en assommer plus d'un avec ces faits historiques. Certains doivent se demander, en outre, si le temps qu'ils passent ici ne leur est pas volé. D'ailleurs, il faudra que je parte très vite après, parce qu'un repas m'attend, et vous savez que je ne partage pas mes nourritures. Et je n'aurai pas le temps. Le temps, oui. C'est un élément que les gens souhaitent négocier systématiquement. Cependant, nous gérons tous le nôtre comme bon nous semble. Il nous est précieux. Et lorsque nous avons l'opportunité de pouvoir en posséder durant toute une journée, rien que pour nous, personne ne peut nous en voler. Par exemple, un ami vous propose d'aller boire un verre. Vous savez que si vous acceptez, vous allez encore passer des heures à discuter, et ensuite à regretter. Oui, déplorer le temps perdu pour votre petite personne, pour vous choyer, vous faire couler un bain, vous prélasser devant votre film favori, ou pléthore d'activités. Mais alors ne regrettez pas et refusez l'invitation, profitez. Votre temps vous appartient, et celui des autres peut être truqué cependant. Tout comme à l'instant, je négocie votre temps tout en faisant accroître le mien. Et oui, je garde mon temps pour moi et je vous en détrousse. Vouloir grappiller chez les autres, en gardant pour soi ce que l'on a, est tout à fait naturel. Il ne faut pas réfréner ses désirs de possession. Ce principe de possession, à sens unique, bien entendu, est bien visible dans les relations. Comment? Rassurez-vous, vous allez très vite comprendre. Dans une relation, vous ne me contredirez pas là-dessus. Pour qu'elle fonctionne, la confiance doit être intacte. Il y a des compromis des deux côtés pour une certaine équité. Vous me suivez jusque-là? Bien. Cependant, le sentiment de possession pointe souvent le bout de son nez et nous essayons de le renflouer, de le cacher par honte. Mais n'est-ce pas naturel de vouloir posséder l'autre, rassurant de se dire que cette personne est à moi et que ce qui est à elle est négociable et que cela passe après? Bien entendu, personne n'avouera fièrement penser ainsi, mais je suis persuadé que votre conscience y a déjà fait allusion, même succinctement. Le bonheur aussi, d'ailleurs, est quelque chose qui nous appartient. Bien souvent, nous répétons « son bonheur passe avant le mien ». Mais soyons honnêtes 2 minutes. Au fond de nous, ne souhaitons-nous pas être heureux, et cela en premier, et que celui de l'autre passe après? N'est-on pas ici dans cette pratique de négociation sur l'appartenance? À mon sens, si. Ah, puis l'appartenance, la possession. C'est aussi dès l'enfance que cet adage de « ce qui est à moi et ce qui est à toi est négociable » prend vie. Prenons l'exemple d'un enfant qui a un tas de Lego, les derniers sortis. Ils lui appartiennent et il ne veut les partager avec personne. Mais un ami à lui lui montre que lui aussi il a des Lego. Et il lui propose de jouer avec. Mais notre premier enfant refuse catégoriquement de partager les siens. Il veut toujours jouer avec ceux de son ami et les siens, sans partager ceux qu'il a. On est donc sur ce même principe et c'est bien naturel. Ah, puis je parle des enfants, cela me fait penser. Vous avez tous déjà vu L'Âge de glace. Eh bien, prenons le personnage de Scrat. Vous savez, le petit écureuil avec la noisette. C'est une affaire similaire. Pas une seule fois, il ne partage sa noisette. Elle lui appartient. Et s'il en voit d'autres, il va vouloir tout le temps se les accaparer sans partager la sienne. Et ce n'est pas moi qui le dis ici, c'est Pixar. Donc, si vous avez un souci avec cet argument, je vous laisserai aller les voir. Je parlais de penser. Oui, le simple fait de penser. Comment cela? Tout simplement parce que vos pensées vous appartiennent. Elles ne sont qu'à vous. C'est même une liberté, c'est pour dire. Mais vous avez toujours été tenté de savoir ce que les autres pensent. Soit de vous, d'un sujet en particulier, d'un film. Et on parle de film. Prenons les super-héros. Allez, les X-Men par exemple. Eh bien, le professeur X, il a tout bénef. Parce qu'il peut savoir toutes vos pensées sans partager les siennes. C'était génial. C'est-à-dire que ce qui est à lui, et ce qui est aux autres, il le négocie. Mais là, il fait encore plus fort, c'est qu'il le négocie sans même parler.
Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, nous appartient. Personne ne peut nous l'enlever. Et c'est à nous de le montrer. Et le besoin de posséder plus, d'aller chercher chez le voisin, est tout naturel. Alors ne réfrénez pas de vos désirs. Soyez égoïste. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon temps m'incombe conjointement au fait que je me suis accaparé le vôtre, en négociant que vous passeriez un bon moment. Mais autre chose m'appartient ici. Et c'est ce discours. Et ça, c'est pas négociable. Sauf peut-être votre jugement. Merci à vous. Mesdames, messieurs, membres du jury, bonsoir. Ce qui est à moi, ce qui est à toi est négociable. Alors au début, je me suis dit, ça c'est encore une phrase d'Américain. Mais alors, quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque je découvris que cette citation était en réalité attribuée à Staline. Oui, vous m'avez bien entendu, Staline, le petit père du peuple. C'est le principe qu'il aurait utilisé pour négocier la frontière entre la mère patrie URSS et la Pologne après la Seconde Guerre mondiale. J'en ai donc déduit que cette phrase, que cet adage correspondait à une façon de penser les négociations. Donc, je me suis intéressé aux personnes qui pensent comme cela. Qu'est-ce qui fait qu'un individu se dit « ce qui est à moi, ce qui est aux autres est négociable ». Eh bien, c'est la candeur, c'est l'immaturité et c'est la peur. La peur qu'on leur prenne ce qu'ils possèdent, la peur de ne pouvoir tout avoir. Tels des enfants qui pensent que le monde leur appartient, que tout leur est dû et qu'un jour tout ce qui est dans la lumière fera partie de leur royaume, ces gens-là se bercent d'illusions en pensant qu'ils peuvent outrepasser le principe. Repartons sur notre exemple. Ah non, excusez-moi. Maintenant que nous savons ce que nous possédons, vient le temps de se poser la question de la négociation. Repartons sur notre exemple et retrouvons Olivier dans son milieu naturel du jeudi soir, à savoir un bar. Il est tranquille, il est peinard, accoudé au comptoir, quand surgit du fond du bar un gaillard. Il s'approche d'Olivier, le fixant du regard, et arrivé à son niveau, lui tient à peu près ce discours. Ça ne dirait de me sucer mon cigare contre quelques dollars? Là, Olivier, à coup sûr, ferait cette tête et répondrait sèche-heure. Eh bien non, tout cela nous appartient et personne n'a le droit de nous demander de les négocier. En revanche, la vie, parfois, ne nous laisse pas vraiment le choix. Et ce, même si, au fond, cette transaction nous broie. Il se peut, dans une situation dramatique, qu'on cède des biens avec une valeur symbolique. Mais ne vous y trompez pas, cela n'a rien d'une négociation, c'est parfois pire que le trépas. Chaque jour, des gens se refusent à marchander leur humanité. Chaque jour, des gens se battent pour conserver ce qu'ils possèdent. Chaque jour, des gens préfèrent mourir pour leurs droits, leur liberté et leurs convictions plutôt que de les négocier. Une conviction négociable, c'est une incertitude. Un sentiment négociable, c'est un mensonge. Une humanité négociable, c'est la mort de l'humain. Tolérer que tout se négocie, c'est tolérer qu'on puisse marchander la vie, que chaque chose a un prix. Or, l'innocence d'un enfant, ça n'a pas de prix. Un cours de droit bien construit, ça n'a pas de prix. Un Wi-Fi universitaire qui fonctionne, ça n'a pas de prix. Ah si, 21 000 € sur la direction. Mais reprenons. Mon contradicteur vous a confessé, durant son élocution, qu'il pensait que oui, tout se négocie. Alors en effet, si quiconque promet à l'issue d'une concertation de faire des concessions en termes de confiance en échange de contrepartie, alors mon raisonnement est compromis. Mais n'oublions pas que quiconque est à un qui et à un que d'être juste un con. Vous pouvez applaudir. Et quelles sont vos garanties Merci. Et quelles sont vos garanties? Qui vous dit qu'il n'a pas juste pris votre argent
en sachant pertinemment qu'il n'allait pas tenir parole. Eh bien rien, et là, qui a l'air fin? Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est négociable. Que voilà une belle fable. On a toutes et tous des choses non négociables. Pour certains, ça sera leurs sentiments et leurs pensées. Pour d'autres, ça sera leur corps et leur liberté. Pour d'autres encore, ça sera cette montre que leur grand-père leur a cédée avant de décéder. Il n'y a de négociable que ce qu'on est prêt à négocier. La négociation s'arrête avec le consentement. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à toi. Merci.